Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur Téléfinance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Et comme écoutez, chaque semaine que la lettre de l'acheteur vous est proposée, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse, des publications les plus pertinentes des 2 semaines, des 15 derniers jours écoulés. Ces articles, vous pouvez évidemment les retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. On commence avec le riz vietnamien, puisque les commandes de riz depuis la Chine, les États-Unis, l'Afrique ou la République de Corée repartent fortement à la hausse. Par ailleurs, les exportations de riz vers l'Union européenne devraient fortement augmenter cette année grâce à l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne. Autant d'opportunités que les entreprises exportatrices vietnamiennes devraient saisir. La plupart des pays se sont pleinement ouverts aux activités de libre-échange, augmentant leurs importations pour assurer la consommation ainsi que leurs réserves nationales. Les données du département américain de l'agriculture, l'USDA, montrent que d'ici mi-2022, le plus grand marché du monde sera la Chine, et notamment parce que la Chine stockera jusqu'à 60% de son riz. Par conséquent, 2022 devrait être une année de nombreuses opportunités pour les exportations de riz vietnamien. En France, France Agrimaire a réduit mercredi ses prévisions pour les exportations françaises de blé tendre hors de l'Union européenne cette saison, et ce pour le 4e mois consécutif. En effet, dans ses prévisions mensuelles, les autorités françaises anticipent désormais pour la saison 2022 des flux sortants à hauteur de 8,9 millions de tonnes contre 9 millions de tonnes précédemment. Ceci étant, il convient de remarquer que le Bureau d'analyse et de prospective a revu à la hausse les estimations d'exportation vers l'Union européenne à hauteur de 7,8 millions de tonnes contre 7,7 précédemment. Les raisons invoquées pour justifier de cette baisse des prévisions sont liées aux tensions géopolitiques entre Paris et Alger, mais également à la concurrence non négligeable du blé tendre russe qui arrive sur le marché. La Colombie, premier producteur mondial de grains de café arabica, pourrait produire quelques 13,2 millions de sacs de 60 kg cette année, ce qui représenterait une augmentation de 5% de la production par rapport à la saison 2021, a déclaré mardi le ministre de l'Agriculture Rodolfo Cea. Bien que le ministre n'ait pas précisé les raisons pour lesquelles les perspectives sont bonnes, des sources de l'industrie locale ont déclaré que cette estimation haute est induite par de meilleures conditions météorologiques et des activités normales dans les ports. En effet, la saison 2022 a été marquée par des pluies torrentielles et de nombreuses grèves et manifestations dans les ports commerciaux du pays. Ces événements ont eu pour conséquence une baisse de la production de 9%. Pour rappel, la Colombie est le 3e plus grand producteur de café dans le monde derrière le Brésil et le Vietnam. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après avec votre interview du jour. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans votre magazine et comme promis, nous retrouvons tout de suite en duplex Madame Joséphine Martin. Joséphine Martin qui est cofondatrice des Vergers de Montpapé et également membre du bureau des jeunes agriculteurs de l'Ardèche. Bonjour Madame Martin. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Pouvez-vous rapidement nous présenter votre activité et nous raconter l'histoire de la reprise de l'exploitation des Vergers de Montpapé ? Du coup, c'était une reconversion professionnelle pour moi. J'étais entraîneur de gymnastique sur Grenoble et j'habitais à Annecy. Quand mon père nous a réunis pour nous dire qu'il souhaitait partir à la retraite et qu'il souhaitait transmettre son exploitation. Comme ni mon frère ni ma sœur souhaitaient reprendre, c'est tombé sur moi. Et ça tombait bien parce qu'on cherchait à rentrer en Ardèche avec mon conjoint. Donc c'était une belle coïncidence. Et du coup, c'est une exploitation arboricole essentiellement, avec du kiwi, de l'abricot, de la grenade, de la pomme et un petit peu de figue, et le tout en bio. D'accord, très bien, très clair. La saison 2021 a été impactée par des conditions météorologiques défavorables. Est-ce que les vergers de Montpapé ont également été impactés par cette météo difficile ? Oui, notre commune n'a pas été épargnée cette nuit du 8 avril, avec des températures négatives pendant très longtemps.
Donc, malgré nos différents modes de lutte, parce qu'on a essayé l'aspersion, donc l'eau, on a essayé les bougies de chauffer, et on avait des agrofrosts, donc ça brasse de l'air. On n'a pas réussi à sauver nos récoltes et on a perdu quasiment 70% de notre production. La production totale? Oui. D'accord, ah oui, c'est gigantesque. Est-ce que pour ajouter à ce tableau assez pessimiste, vous avez également été impacté par la crise sanitaire? Du coup, on a des difficultés organisationnelles, parce qu'on a 3 salariés permanents, donc souvent il y a des cas Covid ou des cas contacts, ou les enfants à garder parce qu'ils sont soit cas contact de l'école, soit Covid eux aussi, et trop petits pour se garder tout seuls. Mais sinon, pour nous, c'était le début d'une activité de panier donc en ligne avec des points de collecte. On avait 7 points de collecte dans les communes autour de chez nous. Donc, c'est aussi un impact positif, on va dire, le Covid pour nous, qui nous a permis de lancer cette activité qu'on n'aurait peut-être pas lancée sans le Covid. D'accord, donc en fait, vous avez revu un peu votre modèle économique, vous avez basculé sur du circuit court en quelque sorte? C'est ça. C'est ça. En fait, nous, on revend nos marchandises sur un marché de gros à Corba, donc c'est un marché où il y a beaucoup de producteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On y allait pour vendre nos kiwis, sauf qu'on revenait avec un camion à vide, et du coup, maintenant, on revient avec des fruits et des légumes. On confectionne des paniers et on les revend donc en ligne à des personnes à côté de chez nous. D'accord, donc on est typiquement sur le circuit court. Est-ce que ça vous a permis de créer des emplois également, ce nouveau modèle économique? Et du coup, ça a permis aussi de pérenniser, nous, nos emplois, parce qu'il y avait seulement mon père qui partait à la retraite, et nous, on est 3 associés. Donc déjà, ça nous a permis de pérenniser donc l'emploi de mon conjoint et de notre associé sur la partie commerciale. Et on a aussi 2 personnes à temps plein sur la confection des paniers et les livraisons. D'accord, c'est très intéressant. Donc ça a été un accélérateur finalement de transformation, ce Covid. J'aimerais parler maintenant de votre activité de membre des jeunes agriculteurs de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Vous y êtes membre depuis combien de temps et est-ce que l'idée sous-jacente, c'est de bousculer un petit peu les codes de l'agriculture, Madame Martin? Du coup, je suis membre depuis 2019 et c'est des jeunes agriculteurs de l'Ardèche, pas de la Chambre. Ah oui. C'est un syndicat agricole. Et du coup, l'idée, c'est pas vraiment de bousculer le monde agricole, mais c'est surtout dans l'air du temps. Ça se féminise. On voit de plus en plus de femmes qui s'installent. En Ardèche, en 2020, ça représentait 43% des installations. Et je pense que ma génération de femmes et celles qui viendront après sont des femmes qui ont envie d'entreprendre et d'avoir des postes à responsabilité. Et je pense que le syndicalisme, c'est aussi important parce qu'en tant que femme, on peut prendre parti de débats qui vont conditionner et façonner l'agriculture de demain. D'accord, c'est très intéressant ce que vous nous dites. C'est-à-dire que donc en gros, quasiment une exploitation sur 2 aujourd'hui est reprise par une femme. C'est ça. Et ce, quelle que soit la filière, ou il y a des filières plus spécifiques? Il y avait des filières beaucoup plus spécifiques, c'est en train de changer, mais c'était surtout sur les bovins laits. D'accord, ok. Et est-ce que le fait d'être membre du bureau, du bureau des jeunes agriculteurs, est-ce que ça vous permet de développer votre réseau? Oui, ça m'a déjà dans un tout premier temps, ça m'a permis de me faire des amis qui, comme moi, donc étaient agriculteurs. Donc ça m'a permis d'échanger avec eux sur les problématiques, parce que même si c'est de l'élevage ou de la viticulture, les problèmes sont souvent les mêmes. Donc ça m'a permis d'échanger donc sur mes problématiques, et puis ça m'a permis de créer un réseau. Et grâce à ce réseau, dans nos paniers aussi de vente directe, on a pu intégrer donc du vin et du fromage. Ça nous a permis aussi de diversifier, nous, notre activité. D'accord, c'est extrêmement intéressant, un vrai levier. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai quand même envie de vous poser cette dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune homme ou une jeune femme qui souhaite se lancer dans l'agriculture? De passer par la chambre d'agriculture, déjà, je pense qu'ils ont beaucoup de réponses aux questions que l'on se pose. Et si ce n'est pas le cas, d'aller voir des exploitants.
parce que souvent, on a envie de transmettre nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, pour éviter que les jeunes refassent parfois les mêmes erreurs que nous. Et surtout d'être patient, parce qu'une installation, ça peut prendre du temps, d'être déterminé, parce qu'on ne maîtrise pas forcément tous les aléas, et de mettre du cœur à l'ouvrage, parce que c'est quand même un beau métier. Ok, très clair. Je vous remercie beaucoup, Madame Martin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes co-dirigeante de la société Les Vergers de Montpapé, également membre des Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche. On marque une pause et on revient juste après avec les équipes de Day by Day pour votre focus hebdomadaire sur 2 matières premières. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans votre magazine La Lettre de l'Acheteur et on rejoint dès à présent Bernard Prats-Desclos. Bonjour, rebonjour Bernard. Rebonjour. Rebonjour, je rappelle que vous êtes trader, formateur et fondateur de eWinvest et aujourd'hui donc vous allez également, en plus des market movers dans lesquels vous intervenez régulièrement, nous parler de 2 matières premières agricoles et on commence avec le café, Bernard. Alors depuis maintenant 18 mois, on a une matière première, le café, qui est dans un mouvement haussier puissant, mais avec différentes phases. Et là, ça va être très intéressant puisqu'on va noter justement les niveaux sur lesquels on pourrait être en alerte sur le mouvement dynamique haussier que l'on connaît. Alors, premier niveau support de très long terme, il faut considérer que tant que le café évoluera au-dessus des 221, le risque de retournement n'existe pas. Ce n'est vraiment que sous ce niveau que l'on pourrait être en alerte. Donc, il y a le temps, je dirais. Et le corollaire de ce que je vous dis, ou la contrepartie, c'est que tout retracement vers ce niveau serait plutôt une occasion de se positionner à l'achat. Alors, mais en attendant, on est vraiment toujours dans une dynamique haussière puissante. On fait des hauts plus hauts et toujours des bas plus hauts, sans retracement véritable. Il est aussi en fait intéressant à noter que ces derniers jours, s'est créé un support de très court terme sur les 245 euros, sur les 245,29, c'est très précis. Et ce support de très court terme, en fait, est très intéressant puisqu'il vient de servir en début de semaine de support, justement après avoir servi de résistance à 2 reprises durant le mois de janvier. Donc, c'est un support qui, si jamais il devait tenir dans les prochaines heures, pourrait redynamiser le mouvement pour envoyer les cours vers les 262, 263 euros, première résistance dynamique que l'on rencontrera. Jusque-là, il y a très peu de résistance. Mais à très court terme, attention, je vais quand même me montrer un peu prudent dans cet optimisme doux que je vous relatais là. C'est-à-dire que, donc, un petit peu méfiant même, en fait, je considère que l'ultime vague de hausse que l'on a connue entre le 7 et le 9 février, on a eu en fait 3 séances qui ressemblent beaucoup à ce que l'on appelle une vague en extension, une accélération brutale, une sorte de climax. C'est lorsque les acheteurs arrivent en fait au final, ils croient que finalement les cours ne se retourneront plus jamais, et c'est généralement très mauvais signal. On n'en est pas encore là, mais attention, c'est le type de mouvement qu'il faut surveiller lorsqu'on a ainsi une forte accélération. Et là, il y a toutes les indications avec le volume, etc., que l'on pourrait avoir ce type de mouvement. Donc, la tendance est très haussière à moyen, long terme et à très court terme avec des niveaux très clairs. Peut-être une accélération, peut-être un peu une euphorie de très court terme. Donc, surveiller le support à 245, tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de risque. Sous ce niveau-là, ça voudrait dire que l'on irait probablement rapidement chercher les 239, voire le support long terme à 221. Ok, merci beaucoup Bernard. On enchaîne avec le sucre. Alors, le sucre, alors là, vous avez mis un graphique en données hebdomadaires. Alors là aussi, évidemment, on est sur des hausses spectaculaires depuis le mois d'avril 2020, mais on va remarquer, attention, que depuis maintenant plusieurs mois, on est dans une phase de retracement. C'est quoi un retracement? C'est tout simplement un mouvement baissier de court terme dans un environnement long terme qui, lui,
reste haussier. Donc ce retracement, mouvement baissier de court terme, vient de retracer un niveau de Fibonacci que tous les investisseurs traders donc connaissent bien, qui est le niveau des 23,6 et est en train de se diriger probablement vers les 38%, niveau suivant, qui est situé sur les 16,25 €. À moyen long terme, je dirais, si on prend un petit peu de recul, et là même je dirais que l'on en a pris donc beaucoup, puisqu'on est sur des données hebdomadaires, il y a un niveau clé, un niveau support, un niveau qu'il ne faudrait plus refranchir si l'on veut continuer dans ce mouvement de long terme, qui est le niveau qui est situé entre les 15,17 € et les 15,57 €, avec un niveau de 50% de Fibonacci qui lui est situé légèrement sous ce support-là. Donc là, on a vraiment, je dirais, un niveau de triple support. Il faut considérer que tant que le sucre restera au-dessus de ce niveau-là, la probabilité que ça rebondisse sera beaucoup plus forte que le retournement. Et donc, il faut considérer que tout repli est plutôt une occasion de se positionner à l'achat avec un stop qui est très clair sous les 15 €, sous ce triple support. On aura un premier objectif haussier vers les 20,8 €. Donc, en résumé, à très court terme, mouvement baissier non inquiétant, non dynamique, qui respecte, je dirais, toutes les phases normales de retracement après plusieurs trimestres de hausse significative, un niveau support clé au-dessus des 15 € et un objectif probable vers les 20,8, une invalidation claire sous le support moyen long terme. Ok, très clair. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous ce matin dans la lettre de l'acheteur. Merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin. Le Minimax sur les matières premières agricoles en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, eh bien c'est fini. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, restez avec nous car on revient juste après cette pause avec notre JT Vue d'ailleurs. A tout de suite sur TV Finance.